Bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste et auteur du livre Compléments alimentaires, faites le bon choix, publié chez First Edition. Dans cet ouvrage, il propose une analyse approfondie de ces produits en explorant leur composition, leur efficacité et leur impact sur notre santé. Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé si les compléments alimentaires que nous voyons partout, que ce soit en pharmacie ou en supermarché, sont vraiment à la hauteur de leurs promesses ? Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été tentés de les essayer, pensant qu'ils pourraient améliorer notre santé. Mais qu'en est-il vraiment de leur efficacité ? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Jean-Michel Cohen, expert en nutrition. Dans son dernier livre Compléments alimentaires, faites le bon choix, il nous offre une analyse rigoureuse et scientifique de ces produits qui ont envahi nos étagères. Ce livre va bien au-delà des simples listes d'ingrédients. Le docteur Cohen nous incite à repenser notre consommation de compléments alimentaires en partageant des révélations étonnantes sur leur véritable efficacité, leur impact sur notre santé et les risques qu'ils peuvent représenter lorsqu'ils sont mal utilisés. Alors, comment savoir si un complément est réellement utile pour notre santé ? Quels sont les risques potentiels de surconsommation ? Et surtout, comment distinguer les produits efficaces des simples promesses marketing ? Le docteur Cohen soulève également des questions importantes sur la régulation de l'industrie des compléments alimentaires et la manière dont nous, consommateurs, pouvons faire des choix éclairés pour préserver notre bien-être. Préparez-vous à une conversation qui pourrait bien transformer votre vision de ces produits que l'on consomme parfois sans réfléchir. Je suis Amal Dadol, une grande curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Amal. Alors, dans ce livre, vous présentez un examen critique des compléments alimentaires, de leurs promesses et de leur réalité. Vous mettez en lumière des aspects que peu de consommateurs connaissent. Pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser aux compléments alimentaires et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? Alors la première chose, c'est de voir le comportement des patients, des gens de ma famille qui tendent à consommer de plus en plus de compléments alimentaires sur quasiment tous les sujets qui concernent la santé ou le bien-être. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai écouté d'une façon tout à fait distraite ce qui se passait. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai été dans la pharmacie de ma fille, qui se trouve être pharmacienne, et j'ai regardé le rayon des compléments alimentaires et je me suis dit, mon Dieu, mais comment on fait pour choisir ? Et je lui ai demandé, comment tu fais pour délivrer un complément alimentaire ? Elle m'a dit, écoute, bon, j'ai la visite du représentant, j'ai aussi la lecture de l'étiquette, et puis après, je me dis que ça doit être bien. En tout cas, les gens vont acheter ça. Et je me suis, à ce moment-là, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais au fond, quelle valeur ça a, ces compléments alimentaires ? Puisque moi, médecin, on m'a toujours enseigné, enfin, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les médecins, de dire que les compléments alimentaires, ça ne marche pas. Et donc, les médecins les ont toujours méprisés. C'est à contre-courant de ce que les patients font à l'heure actuelle. Et j'ai dit, depuis le début de ma carrière, j'arrête pas de dire qu'il faut écouter les gens. Ça veut dire que souvent, ils ont une vérité qu'on n'entend pas parce que les mots sont pas les bons, mais ils ont souvent plus raison que nous. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et là, je suis rentré dans un monde qui est à la fois une jungle. Ça veut dire où, dans la même catégorie de produits, vous regardez les produits pour la vitalité, les produits pour les cheveux, les produits pour la santé ou le confort de la femme. Il y a 200, 150 produits et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, j'avais l'expérience du guide des aliments qui a été quand même un phénomène plus que national. Et je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas faire un livre sur les compléments alimentaires et regarder vraiment ce qu'il y a dedans. Pour faire ce livre, je l'ai fait de façon rigoureuse. Ça veut dire que j'ai regardé les compléments alimentaires, j'ai choisi les marques qui étaient les plus importantes, c'est-à-dire les produits qui se vendent le plus. J'ai regardé la composition des produits et j'ai surtout regardé ce qu'on mettait à l'intérieur. Est-ce que les produits qu'on met à l'intérieur, ça vaut quelque chose ou non ? Est-ce que ça vaut quelque chose ? Et comme ce sont des termes très compliqués, parce qu'ils ont le choix de vous donner soit le dénominateur commun, le nom commun de la plante, soit le nom botanique, par exemple, je vous dis Crocus sativus, vous, ça vous dit rien. Moi, je sais que c'est du safran maintenant. Eh bien, j'ai regardé, ensuite, j'ai fait la bibliographie des plantes et j'ai regardé dans quelles indications elles pouvaient être prescrites. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a à la fois des bons produits et à la fois des grosses arnaques.
Alors, à quel point le marché des compléments alimentaires a-t-il évolué durant ces dernières années et quels sont les produits phares aujourd'hui? Alors, follement, il a évolué follement. C'est un marché qui grossit de l'ordre de 15% par an depuis des années, qui est dominé par 4-5 grandes marques, qui sont Pilège en numéro 1, NHCO, Nutergia. Et puis, ma grande surprise, ça a été de voir que les grands laboratoires pharmaceutiques, donc pharmaceutiques purs, commencent à investir ce sujet parce qu'ils se rendent compte que forcément, c'est une source de profit potentiel pour eux. Et j'ai quand même choisi de prendre les grands laboratoires parce que je pense qu'il y a quand même un niveau de contrôle et d'exigence qui est un peu plus fort puisque chacun d'entre nous pourrait faire des compléments alimentaires s'il trouve le bon fabricant. Alors, avant d'approfondir, quels sont les dangers potentiels liés à l'achat et à la consommation de ces produits sans information précise? Alors, en principe, peu de risques, sauf en ce qui concerne certaines vitamines. Mais la plupart des vitamines peuvent être éliminées sans avoir un grand risque. Il faudrait vraiment être très, très désordonné pour absorber des doses qui poseraient un problème. Il y a 1 ou 2 vitamines qui peuvent poser un problème. C'est essentiellement la vitamine E, peut-être un peu la vitamine A, mais pas les autres. Sur les autres produits, c'est plutôt les effets secondaires. Et dans les effets secondaires, c'est pas tellement les plantes qui sont à redouter. En réalité, ça a été ma grande surprise. C'est le fait que moi, comme d'autres, on a combattu depuis un long moment la pratique des additifs alimentaires, c'est-à-dire les colorants, les émulsionnants, les agrégants, etc., etc. Et je me suis rendu compte que dans les compléments alimentaires, il y en avait énormément. J'ai même eu la surprise de voir un produit comme le dioxyde de titane qui est lourdement incriminé maintenant dans les pathologies comme le cancer. Et ben maintenant, il y en a dans les enrobages de certains comprimés. Donc, si vous voulez, quand vous voulez choisir un bon complément alimentaire, vous avez plein de critères. 1, vous devez regarder quelle plante il contient. Est-ce que c'est vraiment efficace? Parce qu'il y a des gens qui se gênent pas. Il y en a qui mettent des plantes, ça fait joli sur l'emballage, mais en fait, vous cherchez dans la bibliographie médicale, ça n'a aucun intérêt. Jamais aucune indication répertoriée au monde concernant la pathologie que vous essayez de soigner. Une fois que vous avez regardé la composition, vous regardez les quantités. Bon, là, c'est plus professionnel déjà. Après, vous regardez les excipients. Et j'ai mis dans le livre la liste des excipients sur lesquels il fallait être attentif, soit pour des phénomènes d'eczéma, d'allergie, d'intolérance, voire des problèmes de vision chez certains. Et après, dernier critère, vous comparez les prix. De temps en temps, j'ai regardé aussi certains produits. Le prix d'un produit à l'autre produit était du simple au quadruple. Et en fait, c'était exactement la même composition. Donc, c'est vraiment une jungle. Et c'est pour ça que je trouve... Et j'ai dit aux différentes personnes que j'ai rencontrées, à qui je parle, mes éditeurs, les journalistes, la communauté qui me suit, je leur disais, c'est un des livres les plus intéressants que j'ai fait, les plus difficiles et les plus intéressants. Alors, de nombreux compléments alimentaires prétendent améliorer la santé, mais vous êtes assez critique à ce sujet dans votre livre. Quels sont les compléments que vous considérez comme réellement efficaces? Alors, il y a des catégories sur lesquelles j'ai été extrêmement surpris. Ça veut dire, par exemple, tout ce qui concerne le confort de la femme, le syndrome prémenstruel, les inconvénients de la ménopause, l'allaitement, la grossesse. J'ai trouvé que les produits étaient vraiment intéressants, non seulement parce qu'ils avaient des indications qui étaient prouvées scientifiquement quand on faisait la bibliographie médicale, mais en plus parce qu'ils permettaient d'échapper à la prescription des hormones. Très bonne catégorie. En ce qui concerne la vitalité, c'est-à-dire tout ce qui est énergique, les complexes vitaminiques, etc., là, il faut être très discriminant. C'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Surtout parce que notre mode alimentaire a beaucoup changé. Avant, vous mangiez relativement simplement et finalement, ça s'était construit de façon harmonieuse par rapport à l'équilibre du corps. Aujourd'hui, c'est complètement différent puisque on mange beaucoup de nourriture transformée, ultra transformée, dont on connaît même pas toujours la composition. Donc, ça vaut le coup de se supplémenter. Sauf qu'à l'intérieur de ces produits, il y a ceux qui vous donnent beaucoup de vitamine B à l'intérieur. C'est pas cher. Alors, on en met beaucoup. Alors, on a une longue liste de vitamines. Mais quand vous faites le bilan, il y a surtout de la vitamine B. Et puis, il y a ceux qui vont mettre vraiment un complexe vitaminique complet. Vitamine C, vitamine D, vitamine E. Donc, je les ai cités dans le bouquin. J'ai eu des produits comme Beroca Energy, bon, qui semble un peu marketing. Ben, il est très bien. Alvitil Boost, ben, il est très bien aussi. Il y en avait d'autres qui étaient comme ça. Donc, c'est pour ça que dans le livre, j'ai mis ce que j'appelle les coups de cœur et les coups de mou. C'est un coup de cœur quand vraiment je trouve que le produit a été bien composé. Coup de mou quand franchement, les gars, faut travailler un peu plus sur le sujet. La deuxième catégorie qui marche bien aujourd'hui, c'est le sommeil. Et dans le sommeil, jusqu'à présent, les gens prenaient comme complément alimentaire 2 produits que vous connaissez peut-être, c'est Donormil et Novanui, qui sont en réalité des médocs. Ça veut dire parce que ce sont des antihistaminiques, donc ça veut dire que ça fait somnoler. Mais à l'inverse, aujourd'hui, on trouve des produits soit à base de mélatonine, soit à base de CBD,
les cannabinoïdes, qui sont relativement intéressants. Surtout quand, par exemple, pour ceux qui contiennent du CBD, c'est un mélange entre le CBD et certaines plantes, comme la lavande, la passiflore, la mélisse, etc. Ça vaut le coup. Moi, je trouve que c'est aussi une façon d'échapper aux médicaments. Et je dis ça en disant, avec une réserve, quand il y a une vraie pathologie lourde affirmée, on sera bien sûr obligé de passer aux médicaments. Mais on sait aujourd'hui que 70% de la pathologie qu'on rencontre en ville est d'origine fonctionnelle, avec la possibilité de se soigner avec des compléments alimentaires ou de s'améliorer avec des compléments alimentaires. Et la troisième catégorie qui tourne du feu de Dieu, c'est évidemment le confort digestif. Alors là, arnaque ou pas arnaque? Les probiotiques, c'est assez rigolo parce que la promesse des probiotiques, elle est très variée. Il y en a qui vous promettent des tas de trucs avec les probiotiques. Et moi, si je résumais les choses, je dirais que les probiotiques n'ont qu'un seul avantage reconnu et prouvé aujourd'hui, c'est le confort digestif. Sinon, tous ceux qui vous promettent de perdre du poids, d'avoir de la mémoire, de guérir vos acouphènes, etc., c'est pipeau. Parce que quand on fait le listing toujours scientifique référencé de chaque probiotique un par un, on lui trouve 1000 indications différentes. Donc on n'en sait rien. Après, les probiotiques, c'est pas nouveau. J'ai dit dans le bouquin, il y avait un probiotique qui était une levure qu'on consommait auparavant, c'était l'ultra-levure, que tout le monde connaît, qui était aussi une forme, c'est pas vraiment un probiotique, mais c'est une levure, et c'était intéressant. Mais c'est une catégorie intéressante pour le confort digestif, elle nourrit le microbiote, c'est pas mal. Il faut prendre des réserves, pas la peine de prendre des probiotiques où il y a 12 souches. Alors, il y a eu un fabricant qui avait mis 12 souches, c'est-à-dire genre, il voulait impressionner tout le monde, ça ne sert à rien. Au-delà de 5 souches, on ne sait pas ce qui se passe, il faut avoir plusieurs milliards de souches. Donc ça, c'est les 3 catégories qui performent à l'heure actuelle dans les ventes en pharmacie et parapharmacie. À l'inverse, quels sont les compléments alimentaires que vous déconseillez fortement et pourquoi? Alors, tout ce qui est cheveux, peau, fanère, alors là, on est dans l'absurde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un produit, en dehors des médicaments, là, genre le minoxidil, il n'y a pas un produit qui démontre vraiment une efficacité. Alors, si ça démontre une efficacité, c'est surtout dans la tête des gens. Ça tombe bien pour ceux qui perdent des cheveux, mais c'est plutôt à l'intérieur de la tête qu'à l'extérieur. Ces produits ne valent pas une pépite. Voilà, c'est sans intérêt. Ça, c'est les produits qui m'ont pas intéressé. Les produits pour le bronzage, c'est un peu... Alors, ça marche, mais en fait, ça marche sur un truc un peu rigolo. C'est-à-dire que ça colore. Ça veut dire que vous faites manger beaucoup de bêta-carotène à quelqu'un. Ah oui, c'est sûr, il a une peau un peu plus orangée. Il aurait pu, après tout, avoir exactement la même chose en mangeant énormément de carottes. Les produits pour le confort de l'homme, c'est-à-dire pour la prostate, c'est médiocre. Voilà, je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est médiocre. À l'inverse, les produits pour les jambes lourdes, vous savez, par exemple, les médecins, ils prescrivent beaucoup de Daflon, des produits comme ça, qui sont des produits classiquement utilisés quand les gens ont des problèmes de vaisseau. En fait, non, on peut avoir des produits qui sont composés avec tous les produits qui contiennent des anthocyanes, c'est-à-dire du raisin, de l'alchimie, etc. Donc, c'est de la vigne rouge. Ça marche très bien. Je vois vraiment pas pourquoi utiliser un médicament quand on peut utiliser ce genre de choses. Et dans les super aliments, la curcumine, c'est un scandale d'avoir fait croire aux gens que ça marchait. La curcumine, elle a spéculé sur le fait qu'en Inde, on avait moins de cancer que dans les pays occidentaux. Donc, on a dit, il faut bouffer de la curcumine. En fait, ça ne tient pas en compte du mode de vie, de l'équilibre global d'un individu. Et là encore, aucune indication répertoriée. Donc ça veut dire qu'on surfe sur un fantasme. Bonne surprise, la spiruline. Bonne surprise. Alors que j'étais un des premiers à la dégommer. Finalement, non, je suis revenu là-dessus. Ça apporte 125% des besoins en vitamine A de façon strictement naturelle avec 5 grammes. Ça apporte 25% des besoins, même plus 50% des besoins en fer et notamment chez les femmes. Ça apporte 60% de protéines dans 5 grammes. Bon, ça fait que 3 grammes, mais ça peut servir à une renutrition de bonne qualité. C'est beau produit, ça, voilà. Mais ça a changé, moi aussi, ma perception des compléments alimentaires. C'est surtout ça qui est très original. C'est-à-dire que tous les médecins qui ont écrit sur ce sujet, c'était vraiment pour fracasser les compléments alimentaires. Aucun d'entre eux n'a eu la curiosité de regarder la composition, l'intérêt de la plante. Et fin du bouquin, pardon si je suis long, cerise sur le gâteau, je tombe sur un article dans Scientific Reports qui raconte l'histoire d'un gorille. Et ce gorille, il s'est blessé dans une bagarre dans la jungle. Et les scientifiques qui l'observent remarquent qu'il va mâcher une liane et il va en extraire le jus et puis il va appliquer la liane et le jus sur sa plaie. 3 jours plus tard, la plaie a guéri. 5 jours plus tard, la cicatrice n'existe plus. Voilà l'exemple. Et cette plante était répertoriée. Elle s'appelle Akitunong, je crois. Je retiens mal le nom. Cette plante est répertoriée dans le codex des plantes et de leurs effets bénéfiques. Donc ça veut dire vraiment
qu'il faut briser le mythe des compléments alimentaires qui ne servent à rien. Ils peuvent servir, surtout sur des pathologies légères, et ça peut éviter certains médicaments. La vitamine C, par exemple? Alors, la vitamine C, les besoins d'un homme en vitamine C sont très faibles. C'est 100 mg par jour. Et par exemple, les produits les plus riches en vitamine C, c'est pas du tout l'orange et le kiwi. Le poivron, par exemple, en contient plus. Donc, quand vous prenez beaucoup de vitamine C, c'est-à-dire 500 mg, ce qui est quand même 5 fois la dose, aucune espèce d'importance parce que de toute façon, elle est extraitée dans votre intestin. Elle passera dans les selles. Donc, alors, c'est utile. C'est un produit qui renforce l'immunité. Voilà, si vous en prenez plus que ce qu'il en fallait, c'est pas si grave que ça. Ça n'a jamais empêché qui que ce soit de dormir, contrairement à ce qu'on raconte. Mais c'est utile, oui. Mais la vitamine C, en fait, c'est un produit de base. Ça veut dire que quand vous prenez un produit comme la vitamine C ou n'importe quel autre oligo-élément, du sélénium, etc., en fait, ils se valent tous. C'est le procédé d'extraction qui vaut quelque chose et surtout l'enrobage ou la forme de présentation qui est importante. Le reste n'est pas très important. Malgré les précautions prises tout au long de la rédaction de cet ouvrage, il est important de préciser que la plupart des plantes citées font l'objet d'articles médicaux étudiant leurs propriétés. Ces informations se trouvent toutes sur un site qui s'appelle PubMed, site de référence dans le milieu médical. Tous les articles que j'ai consultés m'ont permis de vérifier les effets des plantes étudiées sur les symptômes répertoriés. Parfois, il existe une véritable corrélation entre la plante utilisée dans le complément alimentaire et le symptôme traité, mais pas toujours. Dans ce dernier cas, c'est alors souvent la notion de médecine traditionnelle qui est mise en avant par le laboratoire. D'autres fois encore, il n'y a pas de relation entre les plantes qui entrent dans la composition du produit et le symptôme auquel il est destiné. Dans ce cas, je m'interroge sur son ajout, ce qui ne signifie pas que ce complément n'est pas efficace. J'ai donc indiqué, après analyse, la référence qui m'a semblé la plus pertinente pour chacune d'entre elles, y compris quand il n'y avait pas de raison visible d'inclure cette ou ces plantes dans la composition évoquée. Docteur Cohen, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage choisi de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait? Parce que ça a été ma grande interrogation. C'est comment une plante pouvait traiter 10 000 symptômes. Et donc, au début, j'ai séché un peu sur le sujet. Et je me suis dit, oh là, c'est foireux comme histoire. Pardon d'utiliser un langage commun. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je disais n'importe quoi. En réalité, dans chaque aliment, chaque plante, il existe un grand nombre de nutriments différents. Donc en fait, dans la même plante, il pouvait exister une substance qui pouvait être efficace sur un symptôme et une autre qui pouvait être efficace sur un autre symptôme. C'est pour ça que c'était important de faire la recherche bibliographique sur les plantes, pour voir si, quand je lisais le nombre d'articles, si je trouvais une indication valable sur le sujet que je traitais ou non. Vous critiquez souvent les stratégies marketing des fabricants. Pourquoi, selon vous, les allégations marketing des compléments alimentaires sont-elles souvent exagérées ou trompeuses? Elles ne sont pas exagérées. En fait, elles sont impossibles quasiment. Dans la réalité, la législation interdit d'avoir une indication thérapeutique. Et c'est pour ça que, justement, ils jonglent avec les mots. Par exemple, on va parler du confort de la femme. Ils vont pas mettre change vos bouffées de chaleur. Ils vont mettre bouffées de chaleur. Point. Alors ça pourrait dire augmente bouffée de chaleur, diminue bouffée de chaleur, régularise bouffée de chaleur. Quand ils vous mettent, alors pour les produits, pour les vénotoniques, ils mettent jambes lourdes, jambes légères. J'ai tout trouvé. Jambes lourdes, jambes légères ou jambes faciles. Enfin, donc ils sont obligés de jongler avec un vocabulaire. Mais comme dans l'alimentation, c'est pour ça que j'étais très à l'aise avec ce livre. Ça me rappelait exactement ce que j'avais fait dans le guide des aliments. Ça veut dire qu'ils vont utiliser des mots qui ont une puissance évocatrice sans jamais pouvoir utiliser le terme thérapeutique. Et après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors, le consommateur, il fait quoi dans ce cas-là? Il y a deux possibilités. Soit il fait confiance au pharmacien, et donc il investit le pharmacien de sa confiance. C'est au pharmacien qui porte la confiance. Alors, qui de celui qui fait son travail correctement ou qui choisit la marge qu'il va faire? Ou alors, deuxièmement, il se met à décrypter, et c'est pour ça que comme personne ne décrypte, que je l'ai décrypté pour eux. Alors, quels conseils donnez-vous aux consommateurs pour éviter de se faire piéger par des publicités séduisantes, mais infondées? Savoir ce qu'on achète, surtout. Ça veut dire, si j'achète un produit pour la vision, il faut que je vérifie qu'à l'intérieur, il y ait de la lutéine.
S'il n'y a pas de lutéine à l'intérieur, il n'y a rien qui marchera. Donc quand j'achète un complément alimentaire, je dois acheter une substance. J'achète pas une boîte et une étiquette. J'achète une substance. Après, il y a des plantes que tout le monde connaît. Ça veut dire, quand vous lisez Passiflore, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, menthe, etc., badiane, tout ça, tout le monde connaît ça. Donc on sait à quoi ça sert ou non. Mais quand vous voulez acheter un complément alimentaire, vous regardez, comme dans l'industrie agroalimentaire, quel est le premier ingrédient qui figure dedans. Est-ce que cette plante a des effets sur mon symptôme? Après, ça relève plutôt de la confiance dans le laboratoire. C'est pour ça que j'ai choisi et que je pense que pour le moment, on ne peut travailler qu'avec des grands laboratoires. Il y en a une dizaine, grosso modo. Ceux-là ont à cœur de ne pas être altérés par des revendications trop fortes si jamais ça ne marchait pas. Comment peut-on mieux informer le grand public sur effectivement la réalité de ces produits en dehors de votre livre? Est-ce que les pouvoirs publics peuvent avoir une action plus, on va dire, active sur la gestion effectivement et les dérives liées peut-être à une surconsommation de ces compléments alimentaires qui peuvent aussi amener à une hypervitaminose, puisque nous on avait reçu quelqu'un effectivement qui nous avait parlé de ce genre de dérive. À mon avis, le marché il n'est pas assez régulé. Ça veut dire que pour le moment, les compléments alimentaires, c'était quelque chose à la marge. Là, maintenant, ça devient un vrai sujet et il se passe probablement la même chose qu'avec les aliments. C'est-à-dire que quand un livre tel que celui-là commence à alerter sur la composition, parce que ils n'ont pas le temps de faire ça non plus, sur les méthodes de vente et sur le marketing, ils commencent à surveiller le sujet. Donc déjà, on devrait avoir un dossier clinique à minima sur chaque dossier, sur chaque produit. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez voir un fabricant de compléments alimentaires, vous lui dites « mettez-moi dans une gélule de la vitamine B et de la vitamine C, point. Livrez-moi ça à mon domicile, vous mettez ça sur Internet, vous avez le droit de le vendre si vous avez fait une simple déclaration aux organismes publics. Et après, s'il y a un incident, le pharmacien de répertorie, il envoie ça à la Nutrivigilance et la Nutrivigilance s'inquiète du produit, sinon il s'en inquiète pas. Donc il faudrait quand même à minima avoir un dossier justificatif et peut-être une mini-étude clinique. Je n'ai pas dit les grandes études comme pour les médicaments qui demandent des années, qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai dit une étude clinique à minima pour dire est-ce qu'on a obtenu un effet positif ou non. Sinon, ça s'appelle du commerce magique et je trouve que c'est pas bien. La poudre de perlimpinpin. C'est ce qu'on a dit, mais c'est pas vraiment, et en l'occurrence, c'est pas vraiment de la poudre de perlimpinpin finalement. On va pas tout. Alors, quels sont les risques à long terme pour la santé publique si la consommation des compléments alimentaires continue de croître sans contrôle? Assez faible, parce que quelque part, les compléments alimentaires sont faits de substances qu'on peut trouver dans l'alimentation. On aura un problème avec les gens qui ont un comportement anormal. Ça veut dire, et c'est le problème, par exemple, qu'on rencontre avec les gummies et qu'on a rencontré avec les gummies aux États-Unis. Ça veut dire que quand vous prenez des comprimés, des gélules, tiens, j'ai oublié de vous parler des sirops, des comprimés, des gélules, mais je vais vous en parler. Ouais. Bon, c'est assez calibré. Par contre, les gummies, alors ils avaient des avantages, les gummies, parce qu'on s'est rendu compte au cours d'une étude que les gens qui suivaient un traitement aux gummies, ils poursuivaient la cure jusqu'au bout du traitement, donc c'était bien. Et deuxièmement, la biodisponibilité des gummies, c'est-à-dire le fait d'utiliser le principe actif, était meilleur qu'avec les comprimés ou d'autres systèmes. Inconvénient, le côté bonbon du produit favorisait une surconsommation. Et par exemple, aux États-Unis, ils ont eu des intoxications à la nicotine à cause d'une surconsommation de gummies à la nicotine, au point qu'ils ont été obligés de réguler le phénomène et qu'ils interdisent maintenant, enfin qu'ils les vendent par quantité. Je voulais vous parler des sirops parce que ça, c'est une des catégories qui m'avait le plus rigolé là, ce coup-ci. J'ai regardé les compositions des sirops et au bout d'un moment, à force de voir des compositions différentes dans tous les sens, je me suis dit au fond, qu'est-ce qui marche puisque rien ne marche vraiment? Eh bien si, il y avait un truc qui marchait vraiment, c'était l'élément visqueux. Ça veut dire que les sirops présentent comme caractéristique d'avoir une consistance visqueuse la plupart du temps. Cette consistance visqueuse, c'est celle qui permet peut-être d'éliminer une partie des bactéries ou des virus et qui peut permettre peut-être d'apaiser certains symptômes. Mais en l'occurrence, ça guérit rien. Donc, au final, j'ai dit finalement, le meilleur sirop que vous puissiez avoir, c'est le miel. Alors, ne le prenez pas pour guérir votre santé, etc. Rien du tout. Mais par contre, quand vous avez mal à la gorge ou quand vous toussez beaucoup, prenez un peu de miel. C'est pas si mal que ça. Alors que les sirops, ils ont deux problèmes. Bah, finalement, c'est rien. Il n'y a rien dedans. Enfin, c'est. Et deuxième sujet, la plupart du temps, ils sont blindés de colorants, de conservateurs, etc., dont on connaît même pas. Alors, on les donne aux enfants. Et on n'est même pas sûr, le gosse va se gratter 2 jours après, on ne sait pas d'où ça venait du sirop. Et pareil pour les comprimés pour la gorge,
Si vous prenez un vrai comprimé médicament qui contient un antiseptique et un anesthésique, donc il est quasiment classé dans médicament, ça va marcher. Quand on vous anesthésie une douleur et quand on met un antiseptique, ça peut marcher. Mais franchement, ça n'a guéri personne. Alors que quand vous prenez d'autres produits pour adoucir la gorge, qui sont faits soit avec des huiles essentielles, soit avec des plantes, finalement, c'est aussi bien. Autre catégorie qui m'a fait rigoler, c'est les produits pour les articulations. Alors, il y a une étude qui était assez marrante qui montrait... Alors, je ne parle pas de l'inflammation. L'inflammation, c'est l'inflammation. On peut la traiter avec des anti-inflammatoires. Mais pour les douleurs, les placebos avaient un effet meilleur que les produits qui étaient vendus. Donc, vous dites que les médicaments, pardon. Donc, vous dites, alors, donnons aux gens qui ont des douleurs articulaires des plantes ou des placebos, si vous voulez, mais inutile de leur donner les médicaments antidouleurs puisqu'ils marchent moins bien que les autres. Donc, parce que dans la douleur, il y a un élément subjectif qui était mieux traité probablement par les plantes. Comment imaginer une meilleure intégration des compléments alimentaires dans le parcours de soins sous la supervision des professionnels de santé comme vous, puisque vous étiez totalement ignare avant oui, je connaissais de pas. cette... voilà. Non, je connaissais pas. Je mangeais ça comme des bonbons quand j'en achetais. Enfin, j'achetais des pastilles comme tout le monde parce que j'avais entendu le nom à la télé ou parce que quelqu'un m'en avait parlé. Je prenais des trucs pour dormir des fois si j'avais besoin, mais sans savoir vraiment. À mon avis, il faut former les professionnels de santé, il faut donner de l'information aux médecins. Il faut leur dire, mais vraiment, en leur donnant, en leur calibrant les choses, c'est-à-dire dans les facultés de médecine, il devrait y avoir une espèce de, pas de cours de prescription, mais je veux dire, d'apprendre aux gens ce que sont, comme aux pharmaciens, les produits qui sont vendus comme les compléments alimentaires. C'est la seule façon de faire. Et deuxièmement, une meilleure régulation sur les pouvoirs publics en ayant un plus gros contrôle sur les produits qui sont fabriqués. Docteur Cohen, pourquoi faites-vous ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, je vais vous répondre comme disait Freud. Freud, il disait, on lui demandait pourquoi il avait inventé la psychanalyse, et il dit parce que ça fait passer le temps agréablement avant de mourir. C'était vraiment une phrase de psychanalyste. Ça veut dire, vous avez plein de possibilités de choisir votre vie. Vous pouvez avoir une vie passive, vous pouvez avoir une vie active, vous pouvez avoir une vie créative. Bon, moi, j'ai choisi d'être du côté actif et créatif. Ça m'occupe bien, j'aime bien ce que je fais. Quand j'écris un livre comme ça, vous savez, il peut arriver que je commence à écrire vers 1h de l'après-midi, enfin, des fois le week-end, et il est 7h du soir, je m'en suis pas rendu compte. Ça veut dire que je suis dans mon monde, je suis immergé là-dedans et je suis captivé. Et d'ailleurs, j'allais vous dire un truc qui me fait marrer, je l'ai dit à la personne qui me représente, mon attaché de presse, Mathieu, je lui ai dit, ce qui m'énerve toujours, c'est quand je fais un livre intelligent, ils se vendent pas toujours bien. Par contre, quand je fais un livre débile, ils se vendent très bien. Alors c'est assez méchant de dire ça. Mais par contre, moi, dans les deux cas de figure, j'ai passé un très bon moment. Sur celui-là, j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est l'envie de créer, l'envie de fouiller, l'envie de décrypter, puis l'envie de dénoncer. Et vous savez, j'avais un maître qui s'appelait Marian Apfelbaum. C'était un prof de nutrition. C'était le plus grand nutritionniste du monde à l'époque. Et il m'avait appris que si on transgressait pas, on faisait jamais avancer la société. Donc, j'ai toujours transgressé. J'ai toujours fait des trucs en prenant des risques. Vous voyez, quand je fais des trucs comme ça, je suis à peu près sûr qu'il y a 10 fabricants qui vont m'appeler en me disant que j'ai dit n'importe quoi. Je l'ai eu pour les aliments. J'ai créé le premier site de coaching, Savoir Maigrir. Je me suis fait engueuler. J'ai créé le curseur nutritionnel. Je me suis fait engueuler. J'ai écrit les guides d'aliments. Je me suis fait engueuler. J'ai fait la nutrition à la télévision. Je me suis fait engueuler. Mais je m'en fous. Voilà. Moi, je m'amuse. En quoi croyez-vous ? En quoi je crois aujourd'hui non, je crois toujours. Je crois en l'être humain. Ouais, je crois quand même en l'être humain. Mais je crois beaucoup. Je sais pas si je réponds à votre question. Je crois beaucoup à ma famille, aux liens familiaux. Et donc je suis très proche de mes enfants, de mes petits enfants. Je suis un grand-père gâteau. Donc voilà, je crois à ça. Et je crois beaucoup. Il faut laisser une trace, je pense. Et je crois que ça a été. J'ai laissé un truc pas mal. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'émeut, c'est la souffrance. J'aime pas voir les gens souffrir, autant les souffrances intellectuelles que physiques. Et ce qui m'inspire, c'est l'air du temps. C'est-à-dire, je suis très attentif à tout ce qui se passe. Ça veut dire, je suis très connecté. Bon, c'est normal, tout le monde est connecté aujourd'hui, mais je suis peut-être encore plus que beaucoup de gens. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup, je questionne beaucoup, je rencontre beaucoup, je sors beaucoup. Donc, je suis à l'affût de tout. C'est-à-dire, je suis un esprit curieux. C'est pas grâce à moi, je veux dire. Il faut rendre hommage à mes parents. Quelle est la dernière personnalité qui vous a marqué ? Ça peut être un auteur, ça peut être peu importe. Non, c'est un avocat. J'ai eu un échange
particulièrement chaleureux et intelligent avec un avocat qui s'appelle Richard Malka, que je connais bien. Et donc, j'ai passé un déjeuner extrêmement agréable avec lui où on a échangé sur plein de sujets. Et donc, c'était vraiment captivant. Mais je rencontre beaucoup de gens. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'avocats ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez curieux. Mais voilà, c'est ma dernière rencontre en tout cas. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette rencontre ? Le côté humaniste de l'homme. Ça veut dire comment il aimait l'être humain, sa quête de la vérité, de l'honnêteté, sa quête aussi de la laïcité. C'était pour moi très très important de dire, comment vous dire tous les hommes sont égaux, bon c'est un peu bateau, mais de dire, voilà, il faut renforcer cet élément, la laïcité. Ça veut dire permettre à tout le monde d'être égal et de s'exprimer légalement. Qu'est-ce qui vous fait peur ? L'évolution de la société. Qu'est-ce qui vous met en colère ? La haine. Qu'est-ce qui vous indigne ? L'injustice. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ma femme. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais qu'est-ce qui vous fait du bien ? Vous voudriez dire la peinture, la musique, etc. Ma femme, je passe des moments délicieux avec elle. On a une histoire d'amour qui est que peu de gens connaissent, mais qui est une histoire folle. Je suis un des derniers mecs à raconter que j'ai enlevé ma femme et je l'ai vraiment enlevée pour de vrai. Comment ça raconter ? Son père me détestait absolument et vous aviez quel âge ? On était très jeunes, j'avais 21 ans. D'accord. Il me détestait, il voulait absolument pas que je vive avec sa fille. Déjà vivre, c'était un truc qui se faisait pas pour lui à l'époque. Et donc devant le blocage de la situation, je l'ai enlevé. Et en fait, je l'avais rencontré à son anniversaire, je ne lui ai pas parlé. Je suis rentré le lendemain matin, j'ai dit à ma mère que j'avais rencontré la personne que j'allais épouser. Je l'ai retrouvée à une fête d'anniversaire. Et ce jour-là, elle a commencé à danser avec quelqu'un d'autre. J'ai été pour l'engueuler. Et donc, elle a été surprise et elle a rigolé. Et ensuite, je l'ai invitée à danser. On a dansé pendant 1 heure, tous les deux, sans se rendre compte qu'il n'y avait plus de musique avec tous nos copains autour de nous. Et j'ai dit à ma femme depuis, je lui dis toujours, le véritable amour, c'est une conversation ininterrompue. Et c'est vraiment ça. C'est une conversation ininterrompue. Waouh. Quel est votre mantra ou la phrase que vous vous dites et qui vous fait du bien, pour vous faire du bien, pour vous donner de l'allant ? Il y a toujours une solution. Eh bien, merci, Dr Cohen. Non, c'était un plaisir. En explorant ces sujets, le Dr Cohen nous rappelle qu'il ne suffit pas de se fier aux belles promesses des compléments alimentaires pour prendre soin de sa santé. C'est à nous d'être les gardiens de notre bien-être en faisant des choix éclairés et responsables. Parce qu'au final, la santé n'est pas dans une pilule miracle, mais dans la somme de petites décisions intelligentes que nous prenons chaque jour. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blumigno. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant, et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube, ou directement sur le site blumigno.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêts à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.